Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui est vraiment stand-up, quelqu'un qui vit stand-up, quelqu'un qui voyage stand-up. Il fait tellement pour cette discipline que si je devais le comparer à, je sais pas, un personnage, je dirais Obi-Wan Kenobi. Mesdames et messieurs, Yacine Bellous. Si, la force. Oui, je dis bravo. Bonjour à tous et bienvenue dans Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je suis content. Mais moi aussi. Je reçois Yacine Bellous. Comment tu vas, Yacine? Ça va bien. La Merci pêche beaucoup de me recevoir. Comme il faut? Trop bien. J'adore ton plateau. Merci. Magnifique. En fait, j'essaie de reproduire un petit salon à la mets-toi à l'aise. Franchement, je me sens très à l'aise, je me sens très bien. Voilà. J'ai été trop bien accueilli, merci beaucoup. Bah cool. Moi, je suis très honoré de te recevoir. Je commence à bégayer. Je suis honoré d'être reçu. Je te reçois parce que tu reviens. Enfin, je sais pas si tu reviens ou t'es de nouveau sur scène. Je sais pas, on dit comme on veut, mais je reprends mon spectacle. Tu reprends ton spectacle. Voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Yacine Bellous joue son spectacle. Tout simplement. C'est le dernier spectacle que j'ai fait et j'en suis très content. Donc je suis content de le dire partout. C'est pour ça que je reviens, parce que je suis plus présent en fait. Tu as toujours des mots mystiques avec tes spectacles. Ça, j'aime beaucoup. Celui-là est super simple. Yacine Bellous joue son spectacle. Ouais. Tu prends jamais... En fait, j'ai pas l'impression que tu te prends la tête, mais il y a quand même une prise de tête. Ouais. Il y a quand même un petit truc où je leur montre que je me prends pas la tête. Tu vois, c'est un peu mystique. Bah en fait, là, en tout cas, sur cette affiche-là, je voulais un truc de peinture. Je voulais absolument un truc de peinture. Donc, la grosse différence, c'est qu'on a mis plein d'éléments qui sont dans le spectacle. Il y a un avion qui tombe, Ouais. il y a une soucoupe volante. Tous les éléments représentent une partie du Mais spectacle. cette affiche, c'est pas la première fois que tu l'utilises. Je crois Non. que dans le précédent spectacle, 1 ou 2 ans, Ouais. Révolution. Mais Révolution, je l'ai peu joué. Et en fait, ça, c'est, on va dire, une version de luxe optimum, mieux Révolution que... 2.0. voilà, c'est ça. Mise à jour. En fait, voilà, comme le stand-up, c'est plein de petits bouts, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, j'ai changé l'affiche. Ok. Tu joues ton spectacle à la Nouvelle Scène. Oui. Quartier de Saint-Michel. Ouais. Tu commences ton spectacle en parlant de Saint-Michel, mais pas du quartier. Non. Oui, du quartier, mais aussi du vrai Saint-Michel. Ouais. Toujours des rapports avec l'histoire. Toujours des rapports avec l'histoire, mais c'est parce que ça m'amuse de contextualiser avec des trucs historiques. Tu sais, mais nous, moi j'ai grandi entre Aubervilliers, La Courneuve, et après adolescence et jeune adulte, Stein, et Saint-Denis. Et mon premier stand-up, c'était juste en face de la basilique de Saint-Denis, au Café culturel de Saint-Denis. Et pour moi, tout ça a un lien, tout a un lien. L'histoire et aujourd'hui, et les blagues qu'on fait, et Instagram a un lien avec Saint-Michel et l'histoire de France. Ça me faisait rigoler que le saint s'appelle Michel, en fait. Ouais. Et je me suis dit, Jésus peut-être l'appelait Mich-Mich. Et à partir de Mich-Mich, j'ai beaucoup rigolé. Et c'était juste pour dire aux gens, j'aime bien contextualiser quand je joue. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que je découvre, en fait, il y a le Yacine que j'ai découvert au Jamel Comedy Club il y a plus de 10 ans. Et il y a ce Yacine aujourd'hui que j'ai l'impression qui est revenu avec des nouveaux pouvoirs. Tu vois, qui a développé ce côté, parce que quand on parle de toi, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est timide. Ouais. Et là, on a l'impression que tu essaies de casser ce truc, tu essaies de vaincre un petit peu ton je vais pas dire, c'est une peur, oui. Une timidité ou un truc. En fait, je pense que je suis plus introverti. Effectivement alors je sais pas si je suis timide, mais je suis introverti quand même, et je suis pas quelqu'un qui va facilement parler de son intimité, tout ça, d'aller vite, voilà ma vie. Mais en revanche, sur scène, c'est un peu différent. Je peux ouvrir des sujets que j'ouvrirais pas forcément dans une conversation avec toi dans un café, tu vois. Et plus j'avance, plus j'ai envie d'aller dans l'excentricité et dans les choses qui m'amusent vraiment. C'est-à-dire des thèmes très imaginaires, très surréalistes, où il y a plein de personnages bizarres qui arrivent dans tous les sens, et ça explose un peu dans tous les sens. Je pense que ce spectacle... Pardon, vas-y. Non, mais je pense que ce spectacle-là, c'est le plus abouti dans ce sens-là, et c'est le meilleur que j'ai fait pour le moment, parce qu'il y a comme une explosion de plein de scènes, plein de personnages, plein d'idées débiles et stupides qui m'amusent beaucoup, et qui, je pense, aimeront les gens qui aiment bien genre la pop culture, tu vois. Ouais. Ah, mais ça, on va revenir. On va revenir souvent, parce qu'à la fin de ton spectacle, j'ai fait exprès de traverser. Tu sais que c'est galère de traverser la salle de la Nouvelle Scène quand tout le monde sort. J'ai comme un saumon, comme un saumon de l'autre côté. Et j'ai dit, il faut que j'aille le voir. Et je lui parle de ça. Toutes ces références à la pop culture, on va en revenir un tout petit peu juste après. Moi, je veux juste savoir comment s'est construit ce spectacle. En fait, l'évolution dont tu parles, franchement, elle a existé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé au Comedy Club avec j'avais des blagues surréalistes déjà à l'époque, absurdes et tout, mais je savais pas les maîtriser parce que c'est un peu plus compliqué que de faire juste
un setup et une punchline. Genre, tu dis, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas où, il se passe ça, et ben moi je pense que normalement ta. Et à la fin, il y a la chute. Ça, on va dire que c'est une blague, on va dire classique. Moi, comme je mettais souvent des personnages, parce que c'est ça qui me fait beaucoup rire, et des changements de voix et tout, puis des choses un peu plus, je dis explosives parce que c'est plus énergique, il a fallu vraiment que je trouve en moi comment je pouvais m'approprier ce genre de style-là. Et donc, ça prend plus de temps. Et ce spectacle-là a été la résultante de beaucoup de voyages que j'ai fait à travers le monde qui m'ont permis de m'explorer moi-même en tant que personne. Tu t'es découvert. Je me suis découvert, c'est difficile de dire ça, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en gros, quand tu voyages... Moi qui est globe-trotter, c'est vrai. Ta vraie personnalité, tu la découvres au fil des rencontres, au fil des pays. Voilà, et moi je ne suis pas un mec très aventurier, je suis plutôt une personne anxieuse, comme je dis dans le spectacle, timide et tout, et grâce aux blagues, j'ai pu jouer dans tellement d'endroits auxquels j'aurais jamais pensé accéder un jour, comme l'Estonie, la Lituanie, j'étais en Russie, j'étais en Afrique du Sud, tu vois. J'ai joué, parce qu'on pense tout de suite aux États-Unis, mais j'ai fait 18 pays. Dans ces pays-là, il y a des pays, mais je les connaissais, la Finlande, tu vois. Juste aller là-bas, connecter avec les gens, ça m'a permis en fait de me dire, mais toute cette histoire d'identité en France sur laquelle nous, on est centrés et tout ça, est-ce que c'est une vraie question ? La timidité, ce qu'on pense, est-ce que les gens ne pensent pas forcément la même chose que toi si tu sais bien l'expliquer ? Moi, j'avais très peur d'aller trop loin dans l'imaginaire au tout début de ma carrière. Et parce qu'on me le disait, on me disait ça passe pas trop. Parce qu'au début, c'était les blagues sur les KFC qui marchaient bien. 2005, 2006, t'arrivais, tu disais poulet grillé, KFC, les gens ils tombaient par terre. Et moi, c'était pas mon kiff. Moi, je parlais d'autre chose. On le voit dès le début. Dès le début, ouais. Et tiens, j'ai noté quelque chose. Déjà, t'es le deuxième de l'histoire dans l'ordre du Comedy Club à être monté sur scène après Thomas. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, Thomas j'avais pas remarqué. Thomas, toi. Et tu fais une blague dans ton premier passage où tu parles des hommes préhistoriques. Le premier homme préhistorique... Ouais, mais ça, cette blague-là... Mais le pire, c'est que dans ton spectacle aujourd'hui... Non, moi j'avais énormément de choses qui parlaient des hommes préhistoriques. D'accord, c'est pour ça que ça m'a tilté, parce que j'ai vu d'abord ton spectacle et après j'ai vu ton passage. Tout ce qui est le système et tout ce qui est les problèmes d'où on vient, de comment ça a évolué, c'est un truc qui m'a passionné. Mais c'est grâce à Eddie Izzard, c'est-à-dire que lui, il fait des blagues sur la colonisation, les hommes préhistoriques, la création des pays, la création du monde, toute la création des choses. Moi, c'est le truc qui m'a le plus passionné. On va revenir sur... En gros, sur Yoda. Là, je parlais de comment on a inventé les blagues, en fait. C'est qui le premier mec qui a fait la première blague ? C'est qui le premier mec qui a créé ça ? C'est un truc qui me fait rigoler parce que l'humour, c'est quelque chose qui est universel pour moi. Et je voulais absolument commencer par le début de ça, tu vois, en disant comment on fait pour communiquer avec les gens avec des blagues. Et je pense que c'est quelque chose qui est positif entre nous, quoi. C'est-à-dire que c'est un vrai truc qui nous permet de nous unir. C'est grâce à ça qu'en voyageant, je me suis dit, mais j'arrive à faire rigoler des Russes. Donc franchement, c'est bien la preuve que les blagues, c'est universel. Et c'est pour ça le documentaire aussi. Ouais, on va revenir un petit peu sur tout ça. Là, on est un peu dans l'intro de l'émission. Bah oui. Moi, j'aimerais juste qu'on se concentre un petit peu sur le spectacle parce qu'on retrouve l'ADN Yacine Bellous. Tu vois tous ces petits trucs qu'on voyait au Comedy Club, où on te voyait avec la petite guitare, chanter à côté, avec Blanche ou autre. Moi, on retrouve ça sur le spectacle et ça m'a vraiment fait kiffer. Quand te voir chanter ou finir une blague avec... je sais pas, juste 2-3 rimes. Oui. Et ça, c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps. Moi, j'adore chanter. Il y a Amel Chabi qui m'a dit, lors de la tournée la première tournée du Comedy Club, tout le monde s'amusait à gauche à droite. Toi, tu étais concentré à apprendre à jouer de la guitare. Ouais. En fait, j'ai acheté ma première guitare pendant la tournée du Comedy Club. C'est une guitare ou une... C'est une guitarlélé, c'est une toute petite guitare. Comment on appelle ça, un banjo, non ? Une guitarlélé, c'est un mélange entre un ukulélé et une guitare. Okay. Et en fait, la guitarlélé, c'est une guitare qui permet en fait de faire des sons qui sont proches du ukulélé, mais qui est hyper facile à jouer. C'est tout petit, on dirait un jouet. Et donc, tu joues super bien, vite. Et donc, moi, Dedo, mon pote du Comedy Club, m'a appris à jouer de la guitare avec cette guitarlélé. Et donc, j'ai appris, et du coup, j'aimais bien chanter. Je trouvais ça rigolo, et j'aimais bien les chansons marrantes, tu vois. Moi, je suis un fan de Fly of the Concorde. Vraiment, je les aime trop. Tout ce qui est les comédies musicales comme The Book of Mormon ou tout ça, c'est des choses qui me font kiffer. Avenue Q, c'est des choses qui sont des comédies musicales. Donc, les comédies musicales, c'est pas les 10 commandements, il faut dire aux gens. C'est pas les 10 commandements, c'est plus une histoire, certes, mais avec beaucoup de blagues à l'intérieur. Toutes les chansons, il y a des blagues dedans. Et moi, c'était mon rêve, quoi. Book of Mormon, il était écrit par les créateurs de South Park. Ouais. Et après, pour les plus anciens, peut-être toi tu connais, moi tout ce qui est les chansons à l'époque des Inconnus,
Oh, C'était un délire, tu vois. Et donc moi, quand j'étais petit, mais voilà. Donc tout ça, moi j'ai grandi avec ça, et donc c'est pour ça les chansons marrantes, j'adore ça. Et un rêve, c'est de continuer à en faire, d'essayer d'en faire de plus en plus. Tous les gens qui font des chansons drôles ou des clips avec même des parodies de rap, écoute, je suis fan. Donc oui, je commençais à apprendre la guitare et dès que je peux, je joue. Et dans le spectacle, de temps en temps, pas à chaque représentation, ça dépend, mais je fais des chansons et tout. Ouais, cool. Mais écoute, on va se regarder un extrait de ton spectacle et on revient un petit peu là-dessus. Avec plaisir. Et je suis parti aussi en avion. Et j'avais très peur de prendre l'avion, justement, parce que j'étais un mec un peu anxieux. Donc j'ai réussi à vaincre ma peur de l'avion. Alors quand je dis peur de l'avion, je tiens à préciser vraiment, peur de la mort, d'accord? J'avais pas peur de la clim, ok? J'étais pas là, non, de l'air froid! Je vais me changer en la sorcière de l'Ouest. Non, pas du tout. J'ai trouvé une technique pour affronter ma peur. Déjà, c'est d'accepter sa peur, c'est de se dire, ok, t'as peur de mourir en avion. Un autre truc qui m'a aidé à affronter ça, c'est de se dire, écoute Yacine, il y a 2 possibilités seulement. Soit tu atterris, soit tu meurs, d'accord? 2 possibilités. Parce qu'il n'y a pas d'accident d'avion. J'entends, il n'y a jamais vu un mec avec une béquille et un plâtre. C'est là, oh, j'ai une galère en revenant d'Inde. L'Himalaya, mon pote. L'Himalaya. Relou. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ok? Et donc, du coup, maintenant, je m'amuse plus dans les avions. Je passe vraiment du bon temps. Je suis plus stressé. Je me dis, écoute, il y a 2 possibilités. Soit t'atterris, et ça se passe tout le temps comme ça. Les gens atterrissent, soit tu meurs. Et ça me fait rire quand l'hôtesse vient faire des essais de... Vous savez, elle montre les trucs. Elle fait les essais pour dire peut-être s'il y a un accident. Avant, c'était flippant. Je dis, ah oui, il faut que je retienne. Ok, l'oxygène, important pour vivre. Encore la ceinture pour quand, si jamais on tombe. La ceinture, c'est complètement stupide. Maintenant, ça me fait rigoler quand elle monte la ceinture. Je dis, qui se sont sécurisés par une ceinture? Si tu tombes de là où c'est au-dessus des oiseaux. Les oiseaux habitent à un endroit et c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on fait des fêtes. Et je dis là, ah, les voisins, les oiseaux c'est au-dessus. Tu tombes au-dessus des oiseaux et que t'es rassuré par une... Personne va faire, ah! Ça n'existe pas. Se sentir sécurisé par une ceinture de sécurité dans un avion, c'est comme se sentir sécurisé au milieu d'un incendie en se disant, ça va, j'ai de la salive. D'accord? Ça revient sur ce qu'on disait, sur la peur. Oui. Vaincre sa peur. Oui. On a fait un passage sur l'avion. Il y a aussi d'autres passages où moi j'aime beaucoup dans ton spectacle, c'est avec les bruitages. Ouais. Tu es à fond dedans, tu joues dedans. Même tout à l'heure, j'ai cité Obi-Wan Kenobi parce que vraiment, moi, quand je te regarde, je vois ton parcours, je te compare à Obi-Wan Kenobi parce que tu as traversé toutes les époques, t'as connu Yoda, t'as ton Yoda à toi, etc. Non mais je te jure, la peur, combattre la force, etc. Non, mais c'est charmé. J'ai connu mon Yoda, c'est Eddie Izzard. Exactement. On va en parler un petit peu. Avec plaisir, quand tu veux. Mais moi, les Jedi, tu sais, on parle souvent de stand-up avec les autres. On compare toujours au pouvoir, à un truc de... le gars, il a une nouvelle capacité, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très difficile à faire. Monter sur scène et raconter des blagues, c'est pas simple. Et donc, quand un autre artiste arrive à faire un truc nouveau, qu'on comprend pas, il dit « Waouh, putain, c'est incroyable !» C'est comme s'il avait développé quelque chose de spécial. Exactement. Et il y a aussi mater le public. Ouais. Parce que c'est un rapport de force, tu vois. Nous, le but, c'est vraiment de mater le public pour que le public rit. Et là, s'il ne rit pas, tu as l'impression qu'il te... C'est une vague, c'est une mauvaise vague. C'est la vague du négative. Toi, tu envoies la vague du rire. Tu vois, c'est un peu Goku, Gohan Cell. Chacun pousse, vous êtes là pour rire. Ouais, je sais pas, faudrait. Le plus difficile dans ces moments-là, surtout avec les blagues absurdes, c'est de convaincre les gens que c'est pas stupide. En fait, parce que des fois, quand tu fais des blagues un peu idiotes, quand tu fais parler des chats ou des trucs comme ça, les gens peuvent se dire oh, c'est un peu gamin. Mais en fait, si tu suis le délire jusqu'au bout, il y a une plus grande récompense à la fin, généralement, parce que c'est plus surprenant qu'une anecdote qui se passe dans un taxi ou dans le métro. Donc, le but, c'est essayer de convaincre les gens de rentrer dans l'univers, et après, il y a moins de combat, comme tu dis. Dès qu'ils arrivent à rentrer dans l'univers où tu fais parler une tasse, ils sont super contents. Ils sont derrière parce qu'ils disent oui, moi aussi c'est possible, des fois j'arrive à faire parler des tasses. Tout le monde le fait en plus. Tout le monde dans sa tête part dans des délires qui vont super loin. Et donc, mais on a moins l'habitude d'en voir en France, généralement. Moi, j'ai beaucoup joué en Angleterre, où là-bas, le surréalisme, l'absurde, c'est vraiment... c'est pas classique, c'est habituel. Donc les gens, ils sont OK, d'accord, le mec, il fait parler 3
éléphants qui sont en train de jouer au poker, pourquoi pas. Je voulais juste revenir un petit peu sur ton parcours, sur tes Avec débuts, plaisir. Yacine. Le début, en fait, nous, on t'a connu au Comedy Club, je le répète encore une fois. En 2006. Comment s'est fait cette connexion? Parce que tu dis que toi, tu faisais pas partie de l'équipe qui jouait au Bar de Rire. Ah si, Oui, si, je faisais partie de Bar de Rire, moi. D'accord. Ouais. Et donc, c'est à partir de Bar de Rire, vous avez intégré le Comedy Club? À partir de Bar de Rire, oui, C'est il y a même eu... C'est Dedo qui faisait pas partie de Bar de Rire. Ça, Dedo, il faisait pas partie de Bar de Rire. C'est lui qui m'a dit ça. Voilà, mais on a fait... C'est quoi Bar de Rire? Bar de Rire, c'était un groupe d'humoristes. Dedans, il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Frédéric Shaw. J'ai peur de me tromper. Non, il n'y avait pas Frédéric Shaw. Il y avait Frédéric Shaw? Si je crois qu'il y avait Frédéric Shaw, il y avait Samy Lecomte de Boudarbala, peut-être pour Fred, je me suis trompé, pardon Fred. Et il y avait Yacine Bellatar et il y avait Thomas Barbazan. C'était présenté par eux, Yacine faisait des stand-up. Et donc on faisait ça au théâtre Montmartre, non, au théâtre, je sais plus, mais un beau théâtre. Et on jouait ça une fois par mois. Et donc, il fallait venir avec des sketchs, avec des bouts tout le temps neufs. Et on jouait ensemble. Et c'est vrai qu'une grande partie de Bar de Rire s'est retrouvée dans le Comedy Club. Il y a des gens qui venaient d'ailleurs, comme Dedo, venaient d'ailleurs. Moi, je me suis retrouvé dans le Comedy Club par le biais du comte de Boudarbala, qui m'a présenté Kader Aoun. Kader Aoun, c'était la personne qui recrutait les gens du Comedy Club, qui faisait le casting et qui a créé avec Jamel l'émission. Et puis voilà, je me suis retrouvé dedans. Donc moi, ça faisait 6 mois que je faisais du stand-up. J'étais carrément poussin, hein, si c'était du foot, quoi. J'étais inexpérimenté. Il fallait faire une émission, mais c'était à la fois excitant et terrifiant. T'avais combien de temps de stand-up avant le Comedy Club? Ben, j'avais 6 mois. 6 mois, ah ouais. J'avais 6 mois. C'était 6 months. Ouais. T'étais l'un des moins expérimentés? Je pense que la plupart avaient fait peu de stand-up. Je sais que Blanche n'en avait même pas fait. Blanche, par exemple, pour prendre l'exemple encore, elle commençait, quoi. Moi, je sais que ça a été extrêmement stressant. Et puis, tu sais, tu as le processus d'une émission de télé où tu as quand même vérification de texte, etc. Enfin, c'est quand même très, très, très cadré, quoi. Cadré. Et moi, j'étais habitué au théâtre où c'était plus foufou. Ça allait, tu vois, tu pouvais faire ce que tu voulais, des impros, moi je faisais de l'improvisation. Ouais. Et là, j'avais quand même la pression de réussir les choses en un temps donné de 5 minutes. Et puis ça donnait les émissions qu'on connaît, quoi. Et par la suite, tes spectacles arrivent? Après, j'ai continué, j'ai fait plusieurs émissions, on a fait énormément de tournées. Il y a vraiment la phase tournée qui était énorme. On a été dans toute la France, on a fait des zéniths. Faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était complètement fou. Au Havre, c'était malade. Le Casino de Paris. Casino de Paris, vous l'avez rempli, je crois, ouais. je sais pas combien de temps. On est resté 3 semaines là-bas. Ah ouais. Et après, on avait refait 2 semaines. Et je peux te dire, faire Casino de Paris après un changement à Stalingrad, c'est un processus bizarre. Tu te rendais compte un petit peu du succès? Si, tu te rends compte, mais tu essayes de pas... moi, mon astuce, c'était de se dire, c'est vraiment du spectacle, quoi. C'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que les gens, ils étaient debout à la fin, t'as 1500 personnes. Ah. Moi, j'avais 25 ans. Et on avait énormément de succès, énormément de retours. Il n'y avait pas Internet encore, comme maintenant avec YouTube et tout ça. En 2005, c'est arrivé en 2006, je crois, YouTube. Et en gros, si tu veux, la télévision, c'était très important. Et passer à la télévision, c'était quelque chose de fou. Et heureusement, j'habitais en banlieue, donc je prenais tout le temps le métro. Et Stalingrad, ça m'a vraiment calmé. Ça me permettait de faire des paliers de décompression. Et tu parles aussi dans l'un de tes spectacles du quartier de Pigalle. Ouais, parce que j'ai beaucoup joué là-bas en 2011-2012. C'est un quartier où tu as beaucoup traîné, ouais. Où tu as beaucoup vécu. Tes 2 premiers spectacles, c'était tes 2 premiers spectacles au théâtre de 10 heures, c'est ça? Ouais, en fait, le théâtre de 10 heures, on l'a fait avec le Comedy Club au tout début. Et en 2011, j'y suis retourné. Et puis, j'ai joué un spectacle qui s'appelle Toi cherche un titre. Parce que j'avais pas d'idée de titre. Ça a commencé par Yacine seul? Voilà, en fait, c'était, tu vois, les 2 affiches du milieu, là. Ça, c'est les affiches du théâtre de 10 heures. Ok. La première, c'est moi qui l'ai faite. Et la seconde, c'était quand je me suis mis en production. Enfin, j'ai été engagé par une prod. Je me suis... Ok, donc tu étais en autoprod sur Yacine? J'étais en autoprod, là, sur la blanche, avec le côté pixelisé. On va parler un peu de celle-là, parce que tu es vraiment entré dans les concepts. À chaque fois dans le stand-up, tu essaies de rajouter des choses je sais pas qui fassent un peu la diff. Mais je pense que c'est dû à tout ce qu'on a vécu. Enfin, quand on était jeune. Ouais, exactement, toute la pop culture, tu vois, des références à Nicky Larson, il y a beaucoup de choses qui reviennent un petit peu. Moi, j'aimerais qu'on parle déjà de ce spectacle, parce qu'il y avait 2 choses marquantes, c'était la borne d'arcade et le Golden Ticket. Ouais. On va commencer par la borne. Tu peux nous parler un petit peu de la borne? Grave. En fait, quand j'ai fait j'ai fait une borne d'arcade et j'ai créé un jeu vidéo avec, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais j'ai monté une équipe, quoi, avec un mec qui s'appelle Fred Volueur. On a fait un jeu vidéo qui a été développé par une personne qui s'appelle Cake, qui est formidable en gameplay. Et on a fait 3 niveaux qui t'apprennent à faire du stand-up. Le premier niveau, c'était un jeu de plateau des années 80, tu vois, un peu à la Mario, mais tu sais où ça monte, on va dire verticalement
vraiment, tu sautes comme ça de plateau en plateau. Il y avait des boules qui arrivaient. Et le but, c'était quoi? D'écrire des blagues? Le but, c'était d'écrire. Derrière toi, il y avait une page en fond de décor. Dès que tu prenais une boule verte, ça écrivait une blague. Et tu vois, il y avait moi qui faisait une voix qui disait c'est pas mal, c'est la bonne idée. Tu vois, ça écrivait. Et dès que tu prenais une boule rouge et qui avait un symbole, ça te faisait procrastiner. Par exemple, il y avait des BD en boule rouge et hop, tu lisais une BD. Tu veux un manga, moi je suis fan de manga. Sauf que le truc continuait à monter, tu pouvais te faire manger. Donc ça, c'était écrire ton texte sans procrastiner. Parce que pour être un bon stand-up, il y a plein de gens très drôles, mais ils n'écrivent pas. Après, il faut avoir un spectacle. Et c'est la confrontation au public. Donc il faut faire de la promotion, chercher du public et les emmener dans ton théâtre. Et là, on se retrouve dans le quartier de Pigalle. On se retrouve dans le quartier de Pigalle, refait en jeu vidéo. C'est le 2e niveau. Plus ambiance années 90. Ce jeu-là, il est trouvable sur ma page Facebook. Oh. Ouais, tu peux y aller, il y a écrit jouer et tout. Yacine Stand-Up Adventure, tu peux y jouer. Et t'as avec en plus, les flèches. C'est écrit avec la typo de, si je ne me trompe pas... Street Fighter. Street Fighters. Ouais. Mais tu l'avais aussi écrit avec la typo de Indiana Jones, non? Il n'y avait pas une autre version? Si, peut-être qu'il y avait d'autres versions, mais en fait j'avais demandé un côté un peu street parce que j'aimais bien. C'était un jeu avec qui on jouait souvent avec un ami à moi. On jouait à Street Fighter 2, on faisait des grands... le turbo, on a fait des grands matchs. Et donc j'aime bien les jeux vidéo, mais Super Nintendo, j'ai un peu lâché après. Donc en gros, le 2e niveau, tu connais les Lemmings? Tu vois, en fait, tu marches et derrière toi, il y a un groupe de personnages qui te suit à la queue leu-leu. Ça me dit quelque chose. Et c'était dans Pigalle. Et donc, tu marchais, tu chopais des gens te croisaient. Hey, cool, venez voir mon spectacle. Ok, ils se mettaient derrière toi. Tu avais un groupe de spectateurs. Tu les faisais te balader comme ça, comme dans un labyrinthe. Et de temps en temps, tu croisais, parce qu'à Pigalle, il y avait des mecs un peu flippants des fois la nuit. Ouais. Et Il y avait. Voilà, il y avait des gens un peu effrayants. Et ils étaient représentés par des sortes de monstres zombies, tu vois, qui avançaient vers toi. Et s'ils te touchaient, tu perdais un peu de vie. Et tes spectateurs aussi, ils s'en allaient. Et il y a les mecs des sex shops. Et comme on sait que le sexe battra toujours le rire, les blagues, je pense que dès qu'on passait devant, les mecs des sex shops te piquaient tes spectateurs. Ils avaient des cœurs dans les yeux, ils disaient « Ah ouais, trop bien, on va aller voir dans les yeux. » Mais moi, je serais toi, j'aurais gardé cette borne d'arcade pour tous mes spectacles. Le truc, c'est que c'était gros. C'était gros, et donc je l'ai laissé là-bas. Et puis, tu sais, j'aime bien... Mais aujourd'hui, tu peux le refaire. Aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas besoin que ce soit gros. Les jeux vidéo, il est en flash. Je ne sais pas du tout comment faire en sorte de le refaire marcher. Je peux me renseigner, tu as raison, je vais réfléchir à ça. On va parler. 3e niveau, très important pour moi, c'était le niveau... Tu connais, tu sais, Dance Revolution? Oui. Tu sais, il faut que tu tapes aux bons endroits. Exactement. Là, tu avais, tu sais, le pad et les boutons. Et il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Les Romanesques. C'est des Japonais qui chantent en japonais et en français. Ils sont hilarants. Les Romanesques, c'est mon plus grand fou rire de la vie entière. Et j'étais jeune, enfin, c'est des génies. Fallait que tu appuies au bon moment sur les flèches et les bons boutons. Et plus tu appuies au bon moment, tu étais sur scène comme ça à raconter des blagues. Le public riait. Et si tu appuies au mauvais moment, il se faisait chier. Et des fois, il sortait. Et toute l'animation a été faite par Adrien Méniel, qui est un auteur-réalisateur maintenant qui est très connu, et qui à l'époque faisait juste plus de dessins. Et donc ce truc-là, c'était un Dance Revolution, mais des blagues. C'est ouf. Moi, j'aime trop ce genre de concept. Tu ramènes vraiment un délire dans le stand-up. Après, il y a le Golden Ticket, j'ai pas oublié. T'as oublié de raconter le Golden Ticket. Golden Ticket, c'est très marrant. Ça, c'est très, très ouf. Très bête. Tu faisais payer un ticket, je crois, 86,71 €. Ouais, j'avais inventé un prix cher. Voilà, et le public avait... enfin, la personne qui l'achetait avait droit, soit avec sa copine, ou il était sur scène avec un trône, assis sur un trône, sur scène à côté de toi, avec des sushis, une bouteille de champagne et une petite clochette. Et cette clochette, il avait droit à 2 ting-ting, pas marrant. Et toi, tu devais réagir et changer la blague. Mais est-ce que tu te rends compte la pression que tu te mets sur scène? Alors, déjà que nous, on est là, on calibre les choses. Le stand-up, les gens ne le voient pas, pensent que c'est beaucoup d'impro. Mais en fait, on aime bien calibrer les mots, calibrer les trucs. T'imagines, t'es en pleine montée d'une histoire, toi qui aimes bien raconter des histoires, et là, t'entends un ting. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, alors en fait, oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens sous, parce que des fois, ils étaient tout seuls, il fait chaud, il y a des lumières. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des projecteurs, mais il y a beaucoup de chaleur avec les projecteurs. Donc, ils buvaient du champagne, ils étaient pétés. J'ai eu beaucoup de cas de figure. Mais l'histoire du Golden Ticket, c'est que c'était marrant. Moi, j'étais en autoprod, et je disais, bon voilà, je vais produire mon spectacle. Et les gens me disaient, mais t'es fou et tout, il faut que tu fasses plus cher les places et tout. Je dis, mais non, mais moi, j'ai pas envie que les places, ça soit cher. Et je veux que les gens viennent, tu vois, et que ce soit abordable pour tout le monde. Et ils m'ont dit, non, mais tu vas galérer et tout, tu vas perdre de l'argent, c'est terrible. Et j'ai dit, bon, j'ai qu'à faire une place super chère. Et en fait, on a fait une place marrante avec un prix n'importe quoi. Et les gens adoraient venir, et ils avaient sushi champagne. Et avec le pas marrant, ça mettait de l'animation.
Donc en fait, des fois, il me disait pas marrant, je devais refaire la blague, changer la chute, mais même si la blague n'était pas marrante derrière une deuxième fois, c'est bon. J'ai tenté, tu vois, on va pas faire tout le spectacle là-dessus. Et j'ai passé des très bons moments avec ça. Au fait, au début, c'est une pression, et après, c'est un gag. Le premier ting-ting, le premier son de cloche. Non, je l'attendais, c'est moi qui ai créé cette règle. J'ai aucun problème. Si c'est toi qui crée tes règles et qu'il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton, t'as dit, bah, si t'appuies sur le bouton, je dois changer, c'est rigolo. Par contre, je m'attendais pas à avoir autant de succès avec le Golden. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris. Là, je l'ai pas refait parce que la flemme. Là, par contre, j'aimerais vraiment. J'ai pas envie que mon rythme soit cassé par une personne. Alors qu'à l'époque, je pouvais parce que c'était pas le même stand-up exactement que je pratiquais. Tu te cherchais un peu avant? Ouais, bien sûr. Je me cherche encore. Je pense que tout le monde travaille encore. Tu t'es trouvé un peu plus aujourd'hui? Voilà, ce que je fais maintenant, je pense que je suis au meilleur de tout ce que j'ai fait ever, de toute la vie. C'est sûr. Parce que j'ai été dans beaucoup d'endroits. J'ai vraiment pris le recul de comparer le travail que je fais. C'est très très bien, je pense, de ce que j'ai fait. À l'époque, c'était bien aussi, mais tu sais, c'est comme quand tu fais du sport, où tu sais que tu es en forme ou pas en forme. Et voilà. Et c'est important parce que nous, les gens qui font des blagues, ils se respectent vachement les uns les autres, parce qu'il y a un côté, c'est pas simple, et on est un peu des sportifs, quoi. On se soutient, on s'encourage, on est un peu des compétiteurs. Et à l'époque, effectivement, je cherchais à mettre de plus en plus d'absurde. Et donc j'ai trouvé des trucs, des moyens de le faire, et donc là je suis content parce qu'il y a quelques problèmes que j'ai résolus de l'époque. Cool. On va parler de l'amitié, on va parler aussi de l'un des humoristes dans le temps du Comedy Club qui était le plus absurde. Je te laisse retourner si je me trompe pas, j'ai un petit doute. Ah, c'est pas lui. Oui, alors, c'est lui. C'est lui? Ouais. Bah ouais. Ton gars sûr. Ma man. Dedo. Dedo, déjà c'est lui quand il montait à l'époque. On le voit. On rappelle aux gens qui nous regardent, Dedo, c'est ton gars, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Ouais. C'est la personne avec qui tu as matché. Ouais, ouf. C'est fou parce qu'on s'est rencontrés pendant une réunion du Comedy Club. Bon, je me disais, ouais, il est bizarre, c'est un métalleux, quoi. Moi, au début, je fais, OK, c'est un métalleux. Et en fait, au fur et à mesure, dans les loges, moi, je disais des blagues à haute voix. Et les autres membres du Comedy Club rigolaient pas, mais j'entendais un rire au fond de la loge, et c'était Dedo. Et en fait, je dis, bon, OK, on rigole aux mêmes blagues, quoi. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait le même délire surréaliste, débile. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup rigolé, au point d'énerver un peu les autres membres de la troupe, je te jure, parce qu'on se tapait des délires que les gens comprenaient pas. Tu vois, ça doit arriver à tout le monde, c'est comme genre, t'as un très bon ami d'un coup. La connexion. On faisait n'importe quoi, on riait, mais... Et les autres, c'est là, mais vous êtes bêtes, c'est quoi vous jouez et tout. Et en fait, voilà, on est restés potes depuis. Cool. J'ai beaucoup kiffé parce que je crois ce matin, en regardant mon fil d'actu, j'ai vu que tu as posté une photo de Dedo, Jamel et toi. Ouais. Vous êtes revus hier, je crois? Hier, on était au Comedy Club. En fait, on a été invités en tant qu'invités. Oui. Alors, c'est rigolo, on était guest. Moi, mon premier guest dans l'émission 1 du Comedy Club, il y avait Akhenaton. Ouais, je me rappelle. Fou, quoi, à l'école. Tu as fait une rêve en plus avec le rap. Ouais. J'ai les hommes préhistoriques avec les. Exactement. Ça, le rap et tout. Et Akhenaton, mec. Akhenaton. Et là, aujourd'hui, Miskin, ils ont Yacine Bellous. Voilà, c'est ça. Putain, les pauvres. Moi, j'avais l'école du micro d'argent, quoi. Et il disait, c'était bien. Tu vois. Et en fait, il nous a invités, venez au bar et tout, pour que ce soit pour fêter les 10 ans en quelque sorte, quoi, parce que c'est la 10e saison. Donc on a été reçus comme des invités et ça nous a fait quelque chose, vraiment, on était très contents de se revoir. Moi, je pensais pas que je kifferais autant, parce que je me suis dit, tiens, c'est juste un truc d'invité, on va se poser, et puis les émissions, ça va vite, et on n'aura pas le temps de se parler, tu vois. Surtout, la vie, ça va vite, donc vos chemins se sont un peu séparés avec Jamel. Et c'est même pas grave, tu vois, c'est comme ça, et il n'y a pas de souci. Et en vrai, j'ai été surpris. Dès que tout le monde s'est revu, on a passé un moment formidable. Jamel était très content, il a squatté avec nous, on a parlé avec lui pendant longtemps. On était contents, c'était des bons souvenirs. Et donc il y a eu plusieurs photos, dont celle-là avec les cactus, on a rigolé, et qui est sur Insta. Et donc, je sais pas, c'était un très bon moment. Okay. J'ai demandé à Dedo, tu m'as un peu raconté, j'ai demandé à Dedo de me raconter un peu votre rencontre. On regarde ça tout de suite. La première fois, dans le cadre du Jamel Comedy Club, de la toute première saison, on se connaissait pas du tout. D'ailleurs, la plupart des gens se connaissaient pas trop, à part quelques-uns qui venaient d'un collectif qui s'appelait Barre de Rire. Et avec Yacine, en fait, on a eu une sorte de coup de cœur réciproque parce que on était en loge avec toute la troupe. Il a dit une blague, personne n'a rigolé sauf moi. Et j'ai dit une connerie, personne n'a rigolé sauf lui. On s'est dit, bah voilà, c'est bien, il va falloir qu'on bosse ensemble maintenant. C'est très important de le faire. Ça s'est vraiment fait comme ça. C'est exactement ça, t'as vu? C'est rigolo parce qu'on dirait une version des Amours, un peu stand-up. Parce que, tu sais, moi j'avais ma réponse, il a dit la même réponse. Ouais, donc, normalement, c'est bon, on match, quoi. Si tu devais définir Dedo en un mot?
Poutre, je dirais. Non, parce qu'en fait, lui, sa blague préférée, son mot préféré de la vie, c'est poutre. Donc il passe son temps à dire ça. Je ne sais pas pourquoi ça le fait rire. Et personne ne sait. Et lui, il dit poutre. Dedo, en fait, de l'extérieur, il a l'air froid. Tu sais, la moustache, les cheveux noirs et tout. Mais à l'intérieur, c'est un gros débile. Il dit des blagues en permanence de con. Mais vraiment. Et c'est pour ça que je dis, il marche comme ça, il dit poutre et il va gaulerie. Mais je l'ai rencontré il y a. Bon, on se croise de temps en temps, je lui dis bonjour Dedo, mais il ne me connaît pas. Et là, vraiment, je l'ai rencontré il y a 2 jours. Et je comprends l'amour que tu as pour lui. Mais c'est normal, mais il est gentil. Il est tellement top, ce gars. Il est gentil. Et il y a un autre délire aussi qui nous rapproche, c'est que c'est une personne qui a grandi en Seine-Saint-Denis. C'est un mec du 93. Et moi, j'ai ma théorie de les gens du 93 sont marrants. Je suis désolé. T'es un mec de Stein Non, Dedo, il est de Gagny. Ok. Voilà. Mais Stein, c'est incroyable. Stein, c'est les gens les plus marrants de France. France. Merwan B et de Stein. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu as des infos sur Yacine Bellous, il m'a dit, il vient de Stein, il est marrant. Voilà, mais en fait, moi, j'ai fait du théâtre à Stein. Je fais beaucoup de choses à Stein et tout. Première troupe de théâtre, j'avais des camarades là-bas qui étaient hilarants, qui étaient les gens les plus drôles que j'ai pu rencontrer. Plus drôles que bien des humoristes que je connais aujourd'hui, mais... On a toujours un gars dans notre quartier qui a un level de malade. Moi, j'en avais plusieurs, mais eux, chez eux, sont vraiment... Enfin, je pense que les gens... Après, bravo pour tous les... Tu sais, peut-être que dans les commentaires, les gens vont se fâcher, les départements et tout. Hein, votre département, bien sûr, si vous l'aimez. Je suis sûr que si vous avez grandi dans un département, vous pensez que c'est le plus drôle, et vous avez raison. Mais moi, comme le mien, c'est la Seine-Saint-Denis, franchement, j'ai une affection particulière. J'ai aussi posé la question à Dedo de définir Yacine en un mot, et ça m'a vraiment surpris, sa réponse. Je te laisse regarder. Si je devais définir Yacine en un mot, je dirais alvéole. Parce que ça n'est pas forcément en rapport avec lui, mais le mot est doux, le mot est assez sucré, et le mot est très absurde dans la sonorité. Et Yacine, c'est ces 3 trucs-là. Ouais, franchement, c'est totalement ce qui me définit. Alvéole, je l'attendais, là, ça me définit totalement. Je suis totalement une alvéole. Mets en valeur tes chaussettes violettes. Ouais, merci beaucoup. Elles tuent. Ça, c'est l'Angleterre. C'est le fait d'aller avec des gens. Ils ont des styles de maboule. Ah, mais voilà, dans les transports en commun, j'ai l'impression, c'est pas pour tout ramener à Paris, mais je pense partout en France, les gens, ils sont en rouge, un peu, mais majoritairement en noir. Donc, tu as vite fait de la couleur. Genre, majoritairement, tu regardes, c'est marron, noir, gris, bleu, foncé de ouf. Tu regardes l'axe. En Angleterre, les gens sont violets, verts, machin, mais des gens qui vont travailler. Et ça m'a vraiment choqué. J'ai l'impression qu'en France, on est un peu timoré. On n'ose pas afficher ce qu'on a envie de faire, les couleurs, tu vois. Et c'est dommage. Et quand je suis revenu de beaucoup de voyages, j'ai essayé, j'ai lutté. Mais les gens sont pas d'accord. La France dit non, on veut des choses ternes, on veut des choses noires, sombres. Tout le monde se met dans le rang, sortez pas votre tête, portez pas des choses fluo. Mais toi, tu forces. Je force un peu, mais en chaussettes, c'est pas un accessoire de folie. Et tu as surtout un gros lien avec les chaussettes. La transition est parfaite. Bravo. Dedo, les chaussettes. L'histoire racontée par les chaussettes. L'histoire racontée par les chaussettes. C'est votre série à toi et Dedo ? Ouais, c'est notre série à Dedo et moi, et on est très heureux de faire ça. Ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on a commencé l'histoire racontée par des chaussettes. C'est une série qui raconte des petites histoires historiques, mais avec des personnages en chaussettes, donc en marionnettes, qui sont créés par une fille qui s'appelle Nadia Raymond, qui est costumière et qui fait des vrais costumes dans la vie pour le théâtre. Donc elle en fait pour les chaussettes, c'est magnifique. Et on fait les voix dans un studio avant, donc le son est nickel. On fait des atmosphères sonores, genre t'entends des bruits comme si t'étais dans la scène, comme si c'était un film, quoi. Sauf que tout le décor étant papier mâché. Là, on voit César, derrière il y a des petits bruits de ville et tout, de gens qui marchent avec des chariots, mais tout étant polystyrène peint, etc. Et on a été financé par les internautes, par les gens d'Internet. Un crowdfunding, vous avez fait ça ? On a même fait 2 crowdfunding. Et grâce aux gens d'Internet... Mais vous n'étiez pas chez... signé en prod, si on a été chez Golden Moustache pendant quelques épisodes, et à la fin de ces épisodes-là, on a décidé de demander au public s'ils en voulaient d'autres, parce que nous, on pensait qu'on allait arrêter les chaussettes. Les gens nous en parlaient tout le temps, en disant quand est-ce qu'il y a des chaussettes, quand est-ce qu'il y a des chaussettes. Il y a même une semaine, vous avez fait une projection. On a fait une projection à la Nouvelle Scène, et donc il y a des gens qui sont vraiment heureux de regarder les chaussettes, qui sont très fans des chaussettes. Et donc, grâce à ça, ça nous permet de continuer, en fait. Allô. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour le futur, mais on a fait plein de saisons qui sont disponibles sur YouTube. Plein d'épisodes, pardon, pas plein de saisons. 2 nouvelles saisons avec plein d'épisodes sur YouTube. Bah écoute, on va se regarder un extrait. L'histoire racontée par les chaussettes, c'est très marrant. Que diriez-vous pour marquer une victoire écrasante? Avec combien de A? Tous les A qu'il faudrait. Il voudra pas dire bouilla. Pourquoi il voudrait pas dire bouilla? Mais parce que c'est César, c'est un homme qui mange du raisin avec des feuilles sur la tête.
J'ai vaincu? C'est un peu trop vague. J'ai vaincu le 2 août. Il parlait du complément d'objet direct, pas de temporalité. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû ajuster mon propos. Ma verve est un petit peu aléatoire ce matin. Veuillez me pardonner. Bon, j'ai vaincu et il faisait beau. Non, mais la date, le lieu et la météo. César nique tout en force. L'explicite atténue le propos. Je vais le planter. Ah, il dit que c'est trop direct. Mais ouais, mais moi j'aimerais bien un mélange. Genre, j'ai déboulé, j'ai bien regardé ce qui se passait et je les ai défoncés, ces petits bâtards. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Oh, Ces petits bâtards. mais ça rime plus. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu leur petit cul. L'ambiguïté est équivoque. Ta mère. Oh, attention là, parce qu'il comprend quand même ça. Ok, bah alors comme vous voulez-vous, juste, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ça me va. Il a dit quoi? Que ça lui allait. Oh, bah j'avais compris. Merveilleux. C'est super simple parce que même moi, j'avais oublié ce truc de César. Tu vois? Et c'est Ouais, pour ça que Veni Vidi Vici. Exactement. Ben, on prend des petits thèmes qu'on se dit, tout le monde a un peu en tête, ou alors des choses qui nous font beaucoup rire. Si c'est un truc qui nous éclate de rire, on va Dedo dire m'a bon dit, ça. Dedo m'a dit parle de l'épisode de la télécommande. J'ai Mais dit, si, on a trop rigolé. On a trop rigolé. Non, ça va. Bah, en fait, la télécommande, l'épisode de la télécommande, à un moment donné, en fait, c'est l'inventeur de la télécommande. Ouais. Et il y a un gars qui dit ouais, mais je comprends pas comment ça marche. C'est quoi votre truc? Et il dit bah en fait, t'appuies sur le bouton et à chaque fois que t'appuies sur un des chiffres, ça met la chaîne. Et il dit mais si je veux la 1, et il fait ok, regarde comme ça. Et en fait, il le fait avec la marionnette, il fait avec sa tête, il fait et si je mets la 2, bah là. Et si je mets la 3, et après en fait, on a fait une impro. Moi, je lui dis des chiffres et lui il met des coups. Tu sais, avec sa tête sur la, tu sais, c'est une petite marionnette, donc il met des têtes sur une télécommande comme ça. Et on n'a jamais autant rigolé, je pense. Parce que moi, je faisais la 2, la 3, la 7, la 1, la 1, la 1, la 1, la 1, la 4, la 4, la 3, la 2, la 6, la 2, la 6, la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 8, tu vois, et en fait, à un moment, je dis la 7, et comme il ne sait pas sur la télécommande, ça s'arrête, on rigole, il tombe, il a mal au crâne. Mais la chute en elle-même, on n'en avait pas besoin parce qu'on a ri pendant 1 minute 30, Dedo et moi, d'avoir fait cette débilité de changement de chaîne. Il m'a dit que c'est son épisode préféré, il peut le regarder une Oui, dizaine et de fois. Et je même crois il a que- été coupé tellement il était, la blague ne s'arrêtait pas. C'était incroyable. En fait, on a beaucoup rigolé. On aime bien les choses qui durent longtemps, un peu en improvisation. Ouais, cool. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des références à la pop culture dans ton spectacle. On entend Nicky Larson, on entend Naruto. Mais moi, Nicky Larson, j'ai pété de rire. Je sais pas si t'as entendu mon rire, mais peu de gens comprennent cette référence sur celui-là. Mais moi, j'ai pété de rire. Nicky Larson, il y a eu un film maintenant oui, et tout. bien Il y a sûr. plein de gens. Bien sûr, mais non, mais c'est Ouais, je très comprends. précis. Ouais, bah oui, c'est les parce que méchants. c'est un doublage, c'est Bah en oui. français, Bah oui. et donc c'est très précis. Et on va revenir au voyage. Donc on fait le lien entre pop culture. On arrive au Japon. Japon, c'est un pays que tu kiffes de ouf. Je J'adore. kiffe aussi le Japon comme pas possible. J'y été 3 fois. Regarde-moi cette petite photo que tu as mise sur Ah Insta. ouais, c'est magnifique. C'est Et magnifique. tu décris le Japon comme un pays appartement où tu rentres, c'est tout propre. Mais c'est exactement ça. trop ça. C'est fou parce que pour moi, le Japon, c'est un endroit où je me suis senti très en sécurité dès le début. T'es vraiment accueilli par les Japonais et on dirait que tu arrives dans un appart de quelqu'un et qu'ils te disent bienvenue, cet appartement est le Japon. Tu es un invité, t'es pas chez toi, donc fais pas le ouf, mais n'empêche, on est très content de te voir. Donc sécurité, le côté pratique de toute la vie, c'est les combini, Oh, les petites trop- supérettes ouvertes 24 les sur Dawson, 24 tout qu'on ça, voit là. dans tous Ah les ouais. mangas où les mecs ils mangent des onigiri et ils boivent du thé. T'as envie de faire Les exactement la même onigiri, chose. mais laisse tomber. Du thé chaud. J'ai fait des overdoses de nigiri. Mais c'est ça, mais c'est le thon mayonnaise, c'est incroyable. Les distributeurs partout. le Oh, maillot, voilà, c'est ça. Et en gros, les transports sont agréables. Tout est agréable pour un touriste. Je sais pas, vivre là-bas, peut-être que c'est plus Après, quand compliqué. tu regardes dans le regard de certaines Ouais. personnes, tu sens que, oula, toi, Ouais. t'as du charbonné aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, il y a des soirs de fête, vendredi, samedi. En France, les gens sortent et boivent des coups. Ouais. Là-bas, ils se mettent minables. Ouais. Et ça des gars donc hyper classe en costume, cravate sur la tête, qui. Mais ils se retrouvent dans des tout petits endroits. C'est pas comme nous, ils sont dans un grand bar Ouais. ou dans une grande boîte. Non, ils se retrouvent dans des tout petits bars à Ils 4 se cachent pour avec, boire. avec des collègues et ils sont là, plaque, 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 plaque. Absolument, absolument. C'est- Et donc, en fait, le Japon, moi, ça m'a fasciné dès le début parce que j'étais tellement passionné quand j'étais plus jeune, Club Dorothée, après les films de Miyazaki, après tous les films que j'ai pu voir japonais, il y avait des films de flics. J'ai oublié le nom de ce réalisateur génial, Kitano. Takeshi Kitano. Takeshi Kitano a fait plein de films de mafieux, de flics et tout. J'ai adoré, je me suis dit, c'est bon, on me l'a tellement survendu, je vais arriver là-bas, je vais être déçu. J'ai encore plus kiffé. Là, j'ai grave kiffé. C'est-à-dire que je suis passé de c'était trop Et bien. surtout, moi, c'est la mise en avant de toute cette pop culture. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, tu vois du DBZ, Ouais, du c'est Naruto, partout, du c'est One Piece, normal. partout. C'est logique pour eux, c'est logique. c'est- Moi, je suis content parce que je peux dire maintenant Naruto sur scène, je peux dire maintenant des trucs que tout le monde connaît en fait, que tout le monde a vu, tu sais, c'est des mangas célèbres. Et le public réagit. Alors qu'à une période, c'était un peu moins ça. Voilà. Là, Donc, c'est cool, là, t'avais la moins pop de culture, c'est réactions, OK. t'avais moins de trucs. Ouais, Mais
il y a aussi une rencontre qui a fait en sorte que, on en a parlé tout à l'heure, que ton stand-up évolue, que ton comment dire, ton pouvoir, si on peut appeler ça comme voilà, ça. C'est le copain juste là que je t'invite à retourner. Là, juste ici. Eh oui, Eddie. Eddie, on peut l'appeler Yoda Ouais, franchement, on peut l'appeler Yoda, carrément. Dedo et moi, on trouve que c'est le meilleur stand-up. En fait, ça sert à rien de dire meilleur stand-up, quoi, parce que pour chacun, tous les goûts. On va le présenter, je te laisse le présenter en quelques mots. Eddie Izzard, c'est un humoriste britannique qui a commencé sa carrière à la fin des années 80, en pleine mouvance alternative de la comédie en Angleterre. À savoir, ils essayaient de faire des blagues, ils essayaient d'être moins sur les communautés, sur ma femme, sur mon beau-frère. Ils faisaient des blagues un peu plus folles, ils allaient plus loin et un peu plus respectueuses des communautés qui pouvaient entendre les blagues. Et Eddie, il a une carrière incroyable parce qu'il a commencé en Grande-Bretagne et il a pu aller aux États-Unis. Ce qui est fou pour les Britanniques, traverser l'Atlantique dans les années 90, c'était dingue. Maintenant, ça se fait beaucoup. Oui. Et Eddie, c'est l'humoriste qui, pour moi, me touche le plus parce que je trouve que le surréalisme, les idées qu'il apporte sont tellement universelles et positives et bienveillantes que ça en fait un type assez humaniste. Et quand on l'écoute, ses blagues sont apaisantes. Parce qu'il y a des blagues, des fois, que je trouve qui sont vraiment très hardcore, ça peut remuer, ça peut même mettre en colère. Tu sais, tu sors d'un truc, tu as de l'énergie négative. Et c'est cool aussi, tu rigoles. Lui, je trouve qu'il est très bienveillant, très positif. Et donc, à partir du moment où j'ai pu avoir la chance de travailler avec lui, j'ai évolué déjà dans son sens parce que c'était une de mes idoles. Ouais, t'as eu le culot d'aller le voir, tout simplement. Et ben en fait, on est allé le voir à Londres et le culot s'annule complètement avec une personne comme Eddie Izzard parce qu'il est très accessible. Nous, on avait l'habitude des stars en France avec des gardes du corps. Lui, il n'a pas de garde du corps. Il se garde tout seul. Et il est très, 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 très accessible. Et la première fois, quand on l'a rencontré, on a parlé devant le théâtre. Et c'est l'un des mecs les plus cool. On était avec Dedo. Okay. On allait le voir vraiment comme des fans. On a dit, on est fans de vous, on est trop content de vous parler. Il nous a parlé en français. Et il a dit, je vais venir en France pour 3 mois. Je vais jouer dans un théâtre de 100 places, peut-être le bouche à oreille. Il remplissait Wembley quand il disait ça, c'est-à-dire il remplit des stades et il a dit peut-être le bouche à oreille. Et nous on a dit en rentrant, quand on a quitté le lieu, quoi, on a dit bah il est gentil quand même, hein. Il a fait genre il va venir pour être poli avec nous et tout, mais on sait bien qu'il viendra pas. Il est venu. 4 ans plus tard, il est venu au théâtre de 10 heures et il a joué pendant 3 mois. Et ensuite, donc, on a sympathisé, mais sans chercher vraiment. Sans forcer. Sans forcer, c'est lui qui vient voir les gens. Moi, j'ai été vraiment trop timide. Comme tu dis, vraiment, je suis timide, je peux pas. Surtout si j'aime bien quelqu'un, ça m'intimide un peu. Donc je dis bravo, et puis après je fais au revoir. Et c'est un gars très gentil. C'est une personne gentille. Et moi, ça m'a donné vraiment l'envie, parce que si tu parles de Yoda, de me dire si un jour tu évolues, si ta carrière grandit et que tu as du pouvoir, même sur les gens, parce que tu sais, quand tu peux ouvrir des portes pour des gens, tu peux refuser d'ouvrir des portes pour des gens. Tu sais que ça me rappelle quoi ? Rapidement, j'ai une petite histoire comme ça. Ça me rappelle la fois où Thomas Nigel est venu jouer dans ma ville du Havre. Je l'ai attendu. J'étais tellement fasciné, moi j'étais tellement fan de tout ce qui est stand-up depuis tout petit, c'est dans un coin de la tête. Et je lui dis quoi ? Je l'attends. Je l'ai attendu 45 minutes, un truc comme ça. Et il arrive, je lui dis juste bonjour, merci, etc. Je suis un peu fan, mais j'essaie un peu de me mettre des distances. Et je lui dis, je vais faire du stand-up. Et je lui dis, voilà, je vais faire du stand-up. Et je sais pas quand, mais je vais faire du stand-up. Et merci, je suis parti. Mais ça fait plaisir de le faire. Ça fait du bien de le faire. Exactement, parce que t'as l'impression. Et lui, dans son regard, il m'a dit fais-le, do it. Et ouais, c'est ça. Il l'a pas dit en anglais. Mais... Non, mais stylé. Mais tu l'as traduit en anglais parce que c'était carré. Quand il a fait, wow. Non, mais voilà, c'est le même truc. Et donc, il a fait un truc super fou. En gros, c'est un exemple, je trouve, d'humilité, qu'il est cool avec tout le monde. Ouais. Et moi, je dis, je préfère être ça que d'autres exemples que j'avais qui étaient un peu plus. En France, on avait des exemples un peu plus stars. C'était plus cool d'être distant avec les gens. Exactement. D'ailleurs, c'est un grand débat en ce moment. Il y a beaucoup de célébrités qui sont de l'époque de la télévision qui regrettent la proximité qu'offrent les réseaux sociaux. Alors que moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien. Parce que quand tu suis quelqu'un et que tu l'aimes bien, le voir un peu sa tête et qu'il te raconte des petites anecdotes de sa vie, moi, ça me fait plaisir. Et il y a un schisme qui est en train de se produire. Ouais. Et moi, je me suis dit, j'ai plus envie d'être comme lui, super cool, et puis courageux, parce qu'il est travesti, enfin, il est transgenre, on dit transgenre maintenant. Et il a toujours été très positif avec ça. Et ce qu'il racontait, c'est que la négativité qu'il pouvait recevoir, alors que ce soit transgenre ou autre chose que tu dois assumer en public, tu peux le transposer, d'accord ? Tu as autre chose par rapport à... Surtout nous, dans l'humour. Dans l'humour, tu peux recevoir, à cause de ta différence, de la négativité. Il disait, la seule façon de lutter contre ces négativités, c'est d'envoyer de l'amour. Parce que si les gens sont négatifs, c'est qu'ils sont un peu flippés. Et donc, c'est de leur dire, vous inquiétez pas, je suis comme vous, il n'y a aucun problème. C'est un bon exemple positif. Mais lui, il t'a poussé, après sa rencontre, à voyager et aller voir tout le stand-up
mondial. Ouais. Tu as visité beaucoup de pays. Tu as fait un docu, Yacine, qui m'a mis une gifle. Honnêtement, je te jure que ça m'a mis une. Waouh, j'ai envie de faire la même. Je suis un globe-trotter. J'aime trop voyager, mais moi, je voyage pour le foot, en fait. Ouais. Je vais dans tous les pays pour voir du foot. Je suis fan de foot. Et des fois, j'y vais à Yep. Je suis un timbré. Je te montrerai d'autres trucs. Mais là, voir ton docu, aller voir mais des rostas, hein, des rostas. Si, des rostas. Oui, Bill Burr, c'est quand même. C'est quoi, vas-y, viens, on regarde l'extrait avec Bill Burr. On regarde un extrait de ton docu. It's a fun job, but it's a job. I always tried to be funny, but I never was like, oh, I want to be. The idea of actually being a comedian never occurred to me. When I was really young, I thought stand-up comedians were the coolest people in the world. It's just you and a microphone. You can't just be okay here. If you want to be noticed, you have to be amazing. C'est très personnel le stand-up. Il y a autant de types de stand-up que stand-uppers finalement. Pour être tout à fait honnête, on n'est pas influencé par ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde de stand-up. On s'en fout, désolé. C'est ouf. Bah écoute, moi je suis hyper content d'avoir fait ça. Je suis très très content. On tient à le rappeler, le docu est dispo sur Comedy Plus en replay, c'est Absolument. Sur, je crois que c'est Canal Play, en replay, et on espère même qu'il sera disponible ailleurs très bientôt. Je te le souhaite fort. Moi, il y a un truc qui m'a marqué de ouf dans ce reportage. Ça m'intéresse trop. C'est quand je regarde Bill Burr, la présentation, je vois humoriste depuis 1992. Mais mec. Bill Burr, il a galéré ça. 92. Mais ouais, Bill Burr, il a souffert. On n'était même pas champion du monde. J'avais même 7. Je crois que c'est le moment où la Game Boy est arrivée. Ouais, pour te dire, il y a eu la Game Boy 91, 92, ou peut-être la Super Nintendo. C'est là qu'on voit l'avance que les États-Unis. En fait, les États-Unis en plus sont en mode un peu comme ça, en mode on est le stand-up et vous faites du stand-up. Ouais, alors ça c'est sûr qu'ils sont comme ça. Ouais. En fait, il y en a certains, mais Bill Burr était beaucoup plus ouvert. Bill Burr qui est une énorme star aux États-Unis, donc ce gars-là en ce moment, il est sur beaucoup de. Vous pouvez le retrouver très facilement. Il y a beaucoup de choses dispo de Bill Burr. C'est une rosta de fou. Il est chaud. Considéré comme l'un des meilleurs stand-up ever de toute la vie. Lui était très ouvert sur le monde. Quand je l'ai interviewé, il m'a dit c'est génial qu'il y ait des gens qui en fassent partout parce que la compétition, c'est formidable. Ouais. Il a dit cette phrase qui m'a vraiment marqué, il a dit la compétition, les gens qui ont peur de la compétition sont les gens qui sont en place ou les gens qui sont nuls et qui ont peur que d'autres brillent plus qu'eux. En gros, il était pour que la France, l'Angleterre, l'Espagne, n'importe qui, l'Inde, aient des super stand-up parce qu'il pensait que ça allait faire monter le niveau global et créer beaucoup de surprises pour la forme artistique. Oui. Et les amoureux de la forme artistique, comme moi j'adore ça, généralement aiment bien les gens qui en font à l'étranger. Donc c'est pour ça que j'ai été voir aussi des Italiens, j'ai été voir des Russes. Tu vois, moi ça me fait plaisir de parler à Igor Mirson, qui est russe, et de l'entendre dire moi le stand-up j'adore ça, tu vois, et ça fait plaisir d'avoir une idée qui change par rapport aux Russes, quoi. Mais tu peux pas revenir indemne d'un voyage, d'un reportage à chaque interview, même que ce soit la Russie, que ce soit l'Italie. Il y a vraiment, à chaque fois que j'ai changé de pays, mais les mecs je les connaissais souvent d'avant, mais à chaque fois que j'ai changé de pays, j'ai pu mettre en avant les clichés que moi j'avais en tant que Français, tu vois, les Italiens, les pâtes, les machins, la Russie, les mecs costauds, un peu froids, tout ça. Les préjugés qu'on a. Ouais, tu vois, c'est quand même particulier de voir que tout ça, c'est des constructions mentales qui n'ont aucun sens. Mais c'est le voir. C'est complètement différent que le dire. Mais moi, la question que je me pose, parce que là, tu rencontres beaucoup d'humoristes, c'est le public. Est-ce que c'est le même public ? Le public n'est pas le même. C'est des gens d'autres pays, mais ils ont le même cerveau que nous. Ils rigolent aux mêmes blagues. La blague avec le chat, la coussinet qu'on a fait au début, elle cartonne dans tous les pays que j'ai fait. Elle cartonne, ça veut dire elle fait rire. Il y a des blagues qui font un peu moins rire. Il y a beaucoup du spectacle que je fais là, que j'ai joué dans tous ces pays-là. Donc c'est un argument de vente d'ailleurs. Venez voir, vous voulez rigoler à des blagues qui ont fait rire les Russes, venez voir mon spectacle. C'est important pour moi le côté universel parce que c'est connecté avec les gens. C'est ce que je cherchais. Je pense que c'est ce que je cherche dans le stand-up depuis que j'ai... Ou même dans n'importe quelle forme artistique que tu veux faire. C'est connecter avec les gens. Savoir que tu n'es pas tout seul dans ta tête, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est quelque chose qui me rassure énormément sur l'humanité. Sinon c'est un peu difficile de se dire que réellement on ne se comprend pas, qu'il y a un mur entre nous. On est des personnes différentes, mais on a les mêmes outils. Et que donc avec ça, on peut avancer, tu vois. Je te check 2 fois, Yacine. Tu dis vraiment. Je peux me checker moi-même. Tu dis vraiment le vrai. Tu vois, et c'est. J'ai envie d'avoir une cloche en mode ting ting, c'est bon. Il a dit le vrai. Cet aspect-là est très important. Et d'autant plus, je me mets des difficultés et des barrières pour ne pas connecter avec des choses trop simples. C'est pour ça que je fais des blagues bizarres. Des fois même, tu dis, mais il va où ? On s'en bat les couilles, c'est n'importe quoi. Et après,
Tu vois, et les gens font OK, c'est aller loin. C'est comme le foot, c'est comme des passements de jambes, c'est comme des dribbles. Des trucs qui vont être complexes, mais qui te disent, en fait, ce que je voulais faire, c'est une image mentale un peu complexe. J'ai essayé de te l'expliquer. Je suis sûr que tu peux la comprendre parce qu'on est les mêmes. On a le même cerveau. Et donc, vois ce que j'ai réussi à imaginer. Si ça te fait rire, je suis trop content. Mais même si tu arrives juste à le voir et à le comprendre, déjà, j'ai gagné. Nickel. Allez voir le docu. Ça, voir le docu, super important. Le docu. Voulez-vous rire avec moi ce soir? J'en ai chié sur ce docu, putain. 8 pays, 38 comédiens. Bill Burr, Eddie Izzard, il y a Kian, il y a Blanche, il y a des Québécois formidables. Il y a Louis Dubourg. Il y a Louis Dubourg, tout jeune, tout frais. Futur frère du stand-up mondial. On va bientôt finir parce que le temps passe très vite. D'accord, ok. On passe à l'une des dernières rubriques de l'émission, c'est questions secrètes. Devine qui t'a posé la question. Je te pose des questions et tu dois deviner. Déjà, tu dois y répondre et tu dois deviner quel humoriste t'a posé cette question. C'est un humoriste ou une humoriste. Exactement. La première question, c'est ça fait quoi d'être le Johnny 3.0? D'être le Johnny 3.0. Je pense que c'est Navo. Oui. Bah ouais, parce que Johnny 3.0, c'est une rubrique qu'on faisait dans une émission de radio qui s'appelait le Comedy Club Live. Comedy Club Live, c'était sur le Move et on faisait des petites rubriques à l'intérieur. Il y avait des interviews, il y avait de la musique, il y avait plein de choses, mais il y avait des petits sketchs. Et Johnny 3.0, c'était genre un journaliste envoyé du futur qui nous racontait toutes les catastrophes. Et en fait, je le faisais avec une voix comme ça. Je disais bonjour, je suis Johnny 3.0. Je vous parle du futur. Je dis que se passe-t-il? Starbucks, non, la Belgique s'est transformée en Starbucks. Je dis, oh mon Dieu, Starbucks ont tout racheté, même la Belgique. Il dit oui, mais que sont devenus les Belges? Ils travaillent tous dedans. Et on faisait des voix débiles, des informations stupides. Et c'était très, très drôle à faire. Ah, cool. On va passer à la question suivante. Yacine, sais-tu que si j'étais hétéro, je t'aurais sûrement dragué? Je crois que je sais qui c'est. J'ai peur que ce soit Shirley Soignon. C'est Shirley Soignon. Je l'aime trop. Ça me fait trop plaisir. Shirley Soignon. Ouais, légende. Un gros big up à Shirley qui vient d'ouvrir le Barbès Comedy Club. C'est une entrepreneur. Ah, c'est ouf. Elle est à l'avant-poste de tout, Shirley. Shirley est à l'avant-poste de tout. C'est la première à tout faire tout le temps. Elle est incroyable. Elle a fait un documentaire d'ailleurs, trouvable sur YouTube, formidable, qui est sur l'humour. Vous tapez Shirley Soignon documentaire, vous le verrez. Filmé à l'iPhone. Je l'aime énormément et surtout, elle est très inspirante parce qu'elle a peur de rien, elle avance et elle est très, très libre. Je l'ai tatoué là, je crois. Oui, free. Il y a écrit free. Tu vois, si tu essaies de la chercher. Non, j'aime beaucoup. Ok. On va passer. Oh non. J'ai une question aussi qui est vraiment cool. Quand tu joues en anglais, est-ce que tu penses en anglais ou en français? Je pense en anglais quand je joue en anglais. Parce qu'il faut que je me retienne le texte en anglais. Et comme mon anglais n'était pas incroyable quand j'ai commencé, il faut que je retienne le texte absolument. Donc tout est en anglais. Ok. Et à ton avis, qui t'a posé cette question? Quand tu joues. Sébastien Marx. C'est Louis Dubourg. Louis Dubourg. Ouais. J'adore Louis Dubourg. Magnifique. Je kiffe de ouf. Regarde-moi ce beau gosse. Ouais. On va passer à la dernière question. Crois-tu que nous sommes capables de nous parler, d'avoir une discussion sans prendre d'accent? Sans prendre aucun accent, pardon. Alors, la personne vraiment à qui je parle, où je suis obligé de prendre... C'est un humoriste aussi. Hein. Oui. C'est Thomas Njijol. Exactement. Et c'est pas possible. Je suis obligé de dire Thomas, bon. Je suis obligé de faire ça. Ah bon, c'est obligé. C'est les... Pourquoi? C'est les vestiges. Mais parce qu'on riait dans le tourbus, mec. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de rire. Mais les coulisses du Comedy Club, le tourbus du Comedy Club, pour moi, c'est l'endroit. Voilà, Inside. Tu vois, Inside, ça a été inspiré. Tu vois, ta hache. Ça a inspiré par ça. Ta hache, tu vois ce que je veux dire? En série française, ta hache, ta Inside. Je dis waouh! Mais oui. Pour moi, c'est. Eh ben, Inside Jamel Comedy Club, la série qu'on a fait, c'est inspiré du bus quand on était ensemble, des coulisses quand on était ensemble. On riait, on disait des trucs complètement fous, mais violents et tout, hardcore. C'était un moment de liberté totale. Et donc, avec Thomas, moi, je prenais l'accent en quinf. Je fais moins bien que lui, tu vois. Mais comme lui, il le prenait tout le temps. Donc, on se challengeait, tu vois. Et on a beaucoup ri. On a beaucoup ri avec ça. Et Thomas, c'est vraiment une super rencontre. Moi, l'un des premiers stand-up que j'ai vu, c'est Thomas Njijol au Moloko, une toute petite salle. Ça m'a mis une gifle incroyable. J'ai dit, c'est génial, ça arrive. C'était vraiment le mec, tu sais, il y avait des gens qui faisaient des blagues et tout. Je sais qu'il y a plein d'autres stand-up qui jouaient à l'époque, hein. Voilà, mais Thomas, c'était vraiment, je dis putain, enfin, ça va arriver. Et aujourd'hui, je suis trop fier de voir tous les gars qui jouent, à quel point tout le monde est bon. C'est là. Tu vois, moi j'étais en mode, en 2005, j'étais là, ouais, ça arrive. Et maintenant, c'est tellement là. Les gens, ils disent stand-up, ils disent matériel, ils comprennent tout, punchline, ils savent. Il va y avoir une vague merveilleuse. On va passer des bons moments. Là, ça va être tellement ouf. Et surtout pour le stand-up, il faut du temps.
Les gens oublient, ils pensent que c'est que la jeunesse. C'est à peine 12 ans, là, ça a des boutons, ça a de l'acné, là. Quand on voit les Bill Burr, quand on voit les... 1992, et Bill Burr, dans l'interview, il dit « J'ai galéré de ouf, ça fait que 3-4 ans. » Louis C.K., quand tout le monde était là, « Oh, quelle grande star internationale. » Ça faisait 20 ans qu'il en faisait, tout le monde a galéré. Il n'y a que Seinfeld qui est un génie et qui, dès le début, a trouvé les ressorts pour réussir. Et quelques très, très bons gars, genre, je ne saurais pas citer, mais je ne sais pas, Amy Schumer, il y a des gars comme ça, des meufs comme ça, ou des gens comme ça qui passent et qui réussissent tout de suite. Mais c'est rare. Souvent, c'est 15, 20 ans. Oui, c'est vrai, c'est très dur. Dernière chose dans l'émission, on va passer au portrait chinois marrant, portrait Boon Hai-min. C'est Boon Hai-min qui a fait ça? Non, c'est... Parce que sinon, c'est là vraiment. On a trouvé ça ça m'aurait inquiété parce que Boon, structurellement, il n'est pas nul. On a trouvé ça super marrant de l'appeler le portrait chinois marrant. Je suis chaud. Jingle. C'est une très bonne idée. Le portrait, tu sais ce que c'est un portrait chinois? Totalement, je suis concentré au maximum. Questions et tu y réponds le plus rapidement possible, le plus simplement possible. Ok. Si tu étais une salle de stand-up dans le monde entier? Le Bordel Club. Pourquoi? C'est la meilleure. C'est la meilleure salle. Le Bordel Club de Montréal. De Montréal. De Montréal. Sans offense contre aucune salle du monde, le Bordel Club, incroyable. Ok, pourquoi c'est la meilleure? L'atmosphère, tout a été travaillé pour que ce soit marrant. Leur scène est ronde. J'ai jamais été aussi bien accueilli de ma vie. Je pense que le staff, c'est des espions de la NSA. Parce qu'en fait, ils m'ont vu une fois, ils se rappellent de ton prénom. Tu reviens, ils se souviennent de ton prénom. Tout le monde se souvient de ton prénom. Tous les clients sont heureux avant d'entrer dans la salle parce qu'ils sont accueillis comme s'ils étaient à la maison. La salle, le son, il est maboule. Tous les comédiens sont respectés. Les jeunes comme les plus anciens, ils font un open mic pour les petits qui débutent. Quand tu joues et que tu as un peu d'expérience, tu peux jouer. Tu es français, il n'y a pas de rivalité Québec-France, sois le bienvenu. Créé par 6 humoristes, a un talent incroyable. L'un des humoristes a poncé les tables et les a laquées lui-même parce que c'est un amoureux du bois et des humains. Il y a le Bordel Club. Ah ouais. Faut y aller. Ça coûte pas cher. Si vous êtes français, que vous êtes à Montréal, au Québec, allez au Bordel Club. C'est trop bien. Ah, ok, nickel. Question suivante. Si tu étais un moment dans ta carrière? Si j'étais un moment dans ma carrière, je pense que vraiment, je serais la première partie. La première partie des 10 arts, je pense, à l'Olympia et tout ce qui a suivi après. Parce que après, j'ai pu faire le festival d'Édimbourg pendant 30 jours. Grâce à lui, j'ai pu jouer 1 heure en anglais pendant 1 mois. C'était incroyable. Si tu étais un mauvais choix dans la carrière de Yacine Bellous? Oh, les vêtements. Beaucoup trop de mauvais vêtements. Et je pense que l'affiche aussi avec les cubes était un très mauvais choix. Et que j'ai fait quand même. Ouais, j'ai des cubes. Seb Melia, qui est très drôle, Seb Melia, m'appelle le maître des cubes. Voilà, tu vois l'affiche bleue? Oui. Et au début, je voulais un truc pixelisé. Je me suis retrouvé avec ça. Très mauvais choix. Voilà. En fait, je voulais parler, tu sais, l'affiche à côté, c'était des petits pixels, les cheveux du Zodiac, un hamburger, une poule, tout ça. Il y avait des petites références sympas. Puis je me suis retrouvé avec le maître des cubes. Mauvais choix pour moi. Ok. Et si tu étais une musique d'entrée? Musique d'entrée, oh là là, en ce moment, celle que j'ai en ce moment, c'est Kendrick Lamar. Écoute. Et Kendrick Lamar, mon Dieu. On va se l'écouter. Kendrick Lamar. On va finir là-dessus. Trop bien. Merci. Allez voir Yacine à la Nouvelle Scène. Merci beaucoup. C'est tous les vendredis et samedis. Le spectacle tue. Il y a des bruitages, il y a des références. Ça parle de l'histoire. Et bientôt, j'ai hâte de voir ton passage sur Napoléon parce que je sais que tu veux faire un passage sur Napoléon. Sur ça, merci beaucoup Yacine. Franchement, j'ai envie de te faire un coussinet. On se quitte sur Kendrick Lamar. C'est This Dick and Free, c'est ça? C'est for free. For free. For free. Ok, c'est parti. C'était Solo avec Sulo. Je vous dis au revoir à tout le monde et je remercie le réalisateur de cette émission et tous les copains qui m'ont aidé. Ciao, ciao. This dick ain't free. I mean, baby, you really think we could make a baby name Mercedes without a Mercedes Benz and 24-inch rims, 5% tint and air conditioning vents? Hell fucking no. This dick ain't free. I need 40 acres and a mule, not a 40 ounce in a pit bull. Bullshit. Matador, had a door knocking. Let him in. Who's that? Genito's best friend. This dick